Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue pour la dernière émission de Ça bouquine. Dans les épisodes précédents, on a pu évoquer les habitudes de lecture, la promotion du livre et les actions de médiation qui le concernent. À chaque émission, nous vous avons proposé des extraits d'interviews avec des professionnels du secteur mêlés à des micro-trottoirs. Aujourd'hui, c'est pour un épisode spécial que nous vous retrouvons, puisqu'il s'agit de la captation d'une table ronde que nous avons organisée. Réaliser les émissions de Ça bouquine nous a permis d'observer l'importance de la jeunesse dans le domaine du livre. L'enfance est le moment où se créent les habitudes de lecture et, à ce titre, c'est un domaine où les actions de médiation sont particulièrement nombreuses et inventives. Il nous paraissait intéressant d'approfondir ces sujets en échangeant avec des professionnels spécialisés dans le secteur. Cette table ronde s'est donc déroulée le 7 avril 2022 au Havre, à la Maison de l'Étudiant, avec Cécilia Lemétayer, chef du secteur jeunesse et bande dessinée à la bibliothèque Oscar Niemeyer. Kenza Marie, docteur en sciences de gestion, spécialiste des pratiques de consommation des livres en format papier et numérique. Xavier de Finance, gérant de la librairie spécialisée jeunesse Les 400 coups. Et enfin Yann Dupont, auteur et professeur documentaliste en lycée. Nous avions par ailleurs la chance de recevoir l'auteur de bande dessinée Sirou, qui a proposé durant cet échange des dessins réalisés en direct et projetés dans la salle. Mais laissons tout de suite la parole à celui qui nous a fait le plaisir d'animer cette table ronde, Didier Guillaumet. Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette table ronde dont le sujet est lecture et jeunesse. Cette table ronde, en fait, elle a été organisée par des étudiants de l'IUT métier du livre. Et je vais d'abord donner la parole à Maëva. Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis Maëva Chevalier, étudiante en DUT Information et Communication, option métier du livre et du patrimoine à l'IUT du Havre. Et ce soir, la table ronde elle est organisée donc, par notre projet Ça bouquine, qui est un projet de podcast, donc composé de Maëlle, Marie, et Delphine et Victorine. Nous avons donc fait le choix de créer un podcast qui mettrait en avant le livre, sa place dans la société. Et ces échanges nous ont fait fleurir de nouveaux questionnements en fait, sur le livre. Et suite à ça, on a eu l'idée donc, de faire cette table ronde afin de pouvoir approfondir nos échanges. Et voilà. Merci Maëva. Alors moi je me présente, donc on m'a sollicité, c'était une des étudiantes qui m'a demandé d'intervenir, d'animer, donc ce que je fais volontier. Je m'appelle Didier Guillaumet, je suis professeur de philosophie et je suis un petit peu rompu, je dirais, à l'animation de réunions, voilà. Et je voulais signaler aussi que Victorine va m'accompagner dans l'entretien qu'on va avoir avec les intervenants. Alors, avant de présenter tout le monde, donc effectivement, le point, c'est le thème, c'est donc littérature et jeunesse. Prendre le biais de la jeunesse, c'est une façon, je pense, d'interroger la lecture d'une façon originale. D'une part, parce que c'est là que tout se joue pour la lecture. Quand on voit parfois les problèmes d'illettrisme qui existent en France encore et maintenant, on se dit ça se joue aussi dans la lecture. C'est les premières lectures aussi qui font de nous de vrais lecteurs, des gens qui vont... Et puis on voit aussi que dans la jeunesse, on va le voir, il y a plusieurs âges, il y a plusieurs périodes et qui à chaque fois demandent aussi peut-être des livres différents. Enfin, on verra un petit peu ce qu'il en est. Mais voilà, donc on a choisi ce thème parce que c'est un thème qui semble cristalliser en fait une bonne partie des questions qu'on se pose sur la lecture actuellement, y compris la question du numérique, la question des médiations, etc. etc. Voilà, donc avant de lancer le débat, je vais demander aux personnes qui sont tout autour de moi de se présenter. Je vais commencer par Cécilia Lemétayer. Bonjour. Donc, je m'appelle Cécilia Lemétayer, je suis bibliothécaire, je suis responsable de secteur à la bibliothèque Oscar Niemeyer et donc j'ai en charge le secteur documentaire qui regroupe aussi bien la petite enfance,
l'enfance, la parentalité et les BD manga pour tous les publics, que ce soit jeunesse ou adulte. Donc avec un volet important sur la médiation jeunesse, évidemment, et la médiation autour de la BD pour tout public. Il y a une question qu'on a envie de poser à toutes les personnes qui sont là, d'ailleurs, à tous les intervenants. C'est donc tu es donc en bibliothèque. Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier? Parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur le métier du livre. Donc comment c'est arrivé? Quel a été le parcours qui a permis de le faire? Oui, d'autant que bibliothécaire, c'est pas mon premier métier. Je suis arrivée en bibliothèque par le biais de la médiation culturelle. Je travaillais plutôt dans le domaine des arts visuels auparavant. J'avais travaillé au MUMA comme guide conférencière et j'avais été chargée de médiation culturelle dans un centre d'art contemporain qui s'appelait le Spot et qui n'existe plus maintenant. Et donc ma vocation première, c'était plutôt de travailler dans le domaine des arts visuels. Et c'est mon profil médiation qui m'a permis de candidater sur un poste en bibliothèque. Et c'est par ce biais-là que j'y suis arrivée, d'abord en tant que coordinatrice de la médiation dans une bibliothèque de quartier, à la médiathèque de Cocrioville. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que donc, c'est un profil qui m'a permis d'intégrer les bibliothèques, mais c'est aussi parce que j'avais un goût pour le livre illustré, pour les arts visuels, que je me suis intéressée à la littérature jeunesse. Et c'est vraiment comme ça que j'ai plongé dans le livre. C'est d'abord par le biais du livre illustré que j'y suis arrivée. D'accord, merci. Juste à côté de Cécilia, donc, il y a Kenza Marie, que je vais lui demander de se présenter aussi. Bonjour à tous. Donc je suis Kenza Marie, je suis docteur en sciences de gestion et j'ai soutenu une thèse sur le livre et en particulier sur le rapport des lecteurs et des lectrices à l'objet livre et la façon dont l'introduction du numérique changeait ce rapport à l'objet. Donc, de façon générale et pas spécifiquement pour la jeunesse. Mais avant ça, j'ai eu une autre vie. Et donc, il y a une vingtaine d'années, j'ai publié 2 livres pour enfants à La Martinière. Et j'ai été très brièvement libraire, jeunesse. Et j'ai travaillé également quelques années en maison d'édition avant mon parcours de chercheur, de chercheuse. Et donc... sur comment j'en suis venue à travailler dans le livre, pour moi ça a toujours été une évidence pour le coup. Ça a été long de savoir où j'allais travailler en rapport avec cet objet, puisque j'ai essayé le métier d'auteur, le métier de libraire, d'éditeur, en tout cas de travailler dans l'édition, avant d'arriver à avoir un peu de distance finalement et travailler dans la recherche autour de cet objet-là. C'était quelque chose de très évident. Et mon parcours scolaire qui m'a amené là, j'ai commencé par une licence de lettres modernes et j'ai voulu avoir le côté plus opérationnel et j'ai fait une école de commerce derrière pour avoir ce mélange entre l'aspect littéraire et l'aspect plus pratique des choses. Voilà. D'accord, merci. On va passer de l'autre côté donc, des intervenants. Xavier de Finance, voilà. On va vous demander aussi on va te demander de te présenter, je t'en prie. Bonjour, donc moi je suis Xavier de Finance. J'ai ouvert avec mon épouse Marie-Alix Dahl la librairie jeunesse Les 400 coups cet été. Donc en fait moi j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai à cette époque développé une passion pour le cinéma qui m'a amené ensuite, donc j'ai travaillé un petit peu en tant qu'ingénieur et j'ai eu l'opportunité de gérer une boutique de DVD à Paris en 2008. Donc voilà, donc c'est mon intérêt pour le cinéma qui a pris le dessus. J'avais à l'époque pas d'enfant et je me suis dit c'est l'occasion d'essayer de vivre de ma passion, quoi. Et donc voilà, donc j'ai découvert le métier de passeur culturel, quoi. Enfin voilà, de travailler dans un commerce culturel. Donc on vendait des DVD, on vendait aussi des livres sur le cinéma, musique de film, petit café. Voilà, bon, c'est un lieu qui existe toujours, hein, mais que j'ai quitté en 2018 avec ce projet. Donc on a mis
en commun nos compétences avec mon épouse qui, elle, a fait des études d'art et est professeure des écoles. Et donc, on a ce projet depuis 2017-2018 d'ouvrir une librairie jeunesse. Et ma femme ayant passé une partie de son enfance au Havre, on a choisi cette ville pour ce projet. Oui, parce qu'effectivement, la boutique, elle vient d'ouvrir, enfin, elle a ouvert donc au Havre. Et puis, ce qu'on voit aussi dans ce que tu viens de dire, c'est que le côté esthétique était très important, et surtout visuel, puisque je crois savoir que dans les 400 coups, alors déjà, c'est un petit clin d'œil au cinéma, dans les 400 coups, il y a aussi pas mal d'ouvrages graphiques, de la bande dessinée, des choses qui permettent aux enfants de venir travailler sur des livres et éventuellement de faire des arts plastiques, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Donc, c'est un petit peu comme Cécilia, on est entré dans le livre jeunesse effectivement par l'album et par le côté graphique. On avait des livres chez nous avant d'avoir des enfants. Parce qu'on aimait ce côté. Il y a des choses magnifiques qui se font en fait aujourd'hui en album. Et effectivement, ensuite on a eu des enfants, donc on a aussi pratiqué, et ça nous nourrit beaucoup. Et donc notre approche de la librairie, oui, c'est ça, c'est d'être un lieu effectivement en action, en mouvement, et pour nous, cette création, ce fait d'être lié aux arts plastiques, c'est quelque chose qui nous plaît. Donc à la fois dans ce qu'on propose à la vente, on propose aussi du matériel d'art plastique, et on propose aussi pas mal d'ateliers d'animation qui font un peu le lien entre la littérature jeunesse et les arts plastiques, ou d'autres choses d'ailleurs. D'accord, très bien. Et enfin, donc on a affaire à Yann Dupont, qui pour l'instant donc professeur documentaliste donc au lycée Claude Monet, qui a travaillé aussi, si je ne me trompe, en collège. Mais tu vois, je pensais te présenter, puis je suis en train de le faire. Et auteur en plus, et poète, mais je le laisse compléter. Donc Yann Dupont, donc professeur documentaliste, actuellement au lycée Claude Monet. J'exerce cette profession depuis 7 ans maintenant. J'ai longtemps été surveillant, et puis j'avais fait des études d'histoire auparavant. Ce qui m'a attiré dans ce métier, en fait, c'est la diversité des missions, puisque nous sommes amenés donc à gérer un centre de documentation, mais également à enseigner, de ce qu'on appelle de l'infodoc. Et puis, il y a aussi les projets d'ouverture culturelle et de médiation autour de la lecture. Donc, c'était vraiment ce qui m'a vraiment attiré pour ce métier. Et puis, parallèlement, en fait, il y a aussi un intérêt pour le livre, en fait, qui date depuis longtemps, enfin, le livre et l'écriture, puisque donc avant d'être auteur, j'étais lecteur. Donc, donc je suis auteur de poésie, de romans, et puis j'interviens également auprès de publics différents pour animer des ateliers d'écriture. Et je m'occupe également d'une petite maison d'édition associative qui s'appelle Ligne d'Horizon, qui publie aussi de la poésie. Très bien. Je propose les présentations étant faites, je propose qu'on lance la table ronde. L'idée, ça a été de prendre plusieurs axes et faire intervenir donc toutes les personnes qui désirent le faire sur ces axes-là. Le premier axe, c'est la question de la classification. On parle de littérature jeunesse. Alors évidemment, ça veut dire qu'il y a la littérature qui n'est pas faite pour les jeunes. Et puis au sein de la littérature jeunesse, de toute façon, il y a des âges différents. Alors je vais d'abord peut-être poser la question à Cécilia, donc en bibliothèque. On verra un petit peu ensuite ce que ça peut donner effectivement dans la pratique pédagogique et puis en librairie. Mais tout d'abord Cécilia, si tu veux bien. Donc évidemment, quand on doit créer des catégories, c'est toujours embêtant. On ne peut pas vraiment faire entrer les publics dans des cases. Mais quand on constitue des collections de bibliothèques, on se pose forcément la question des tranches d'âge. Et en l'occurrence, sur le réseau de lecture publique au Havre, on a des tranches d'âge qui sont plutôt harmonisées. La première, c'est la petite enfance, qui va de la naissance, et j'insiste vraiment, de la naissance de l'enfant jusqu'à 3-4 ans. Et là commence une frontière qui peut être perméable avec le domaine suivant qu'on appelle enfance, donc petite enfance, 0 jusqu'à 3-4 ans.
enfance, 4-5 ans, jusqu'à, pour les bibliothécaires en tout cas au Havre, 12 ans. Et donc déjà ce qu'on perçoit, c'est que cette deuxième tranche d'âge, l'enfance, elle est beaucoup plus vaste que la première, et elle correspond à des compétences de lecture, à des attentes, à des profils de lecteurs qui sont très différents. Entre un lecteur de 6 ans et un lecteur de 11 ans, c'est quand même très différent. Donc ça pose déjà cette première question d'un grand ensemble indifférencié. Et puis ça pose la question des frontières. Donc il y a la frontière entre la petite enfance et l'enfance, mais qui n'est pas si problématique, puisque dans la plupart des bibliothèques, les collections sont côte-côte. Donc les enfants passent facilement de l'une à l'autre. C'est plus problématique pour la frontière entre la fin de l'enfance, qui est déjà la préadolescence maintenant. Les jeunes sont préados de plus en plus tôt. Et donc la frontière entre cette préadolescence, fin de l'enfance, et l'adolescence, et donc cette catégorie suivante qui est la littérature ado, qui elle-même pose question aussi, parce que qu'est-ce qu'on appelle littérature ado, c'est aussi un vaste débat. Mais en tout cas, voilà, nous, à Niemeyer, pour ce qui est de mon cas, régulièrement, on est amené à échanger avec les collègues du pôle littérature qui constituent les collections ados et adultes, pour savoir si tel roman va plutôt venir chez nous en enfance ou plutôt aller du côté ado-adulte. Et il y a des cas dans lesquels, d'ailleurs, on fait des acquisitions multiples et où on va avoir le livre dans les deux domaines pour donner l'opportunité aux lecteurs de les trouver, quelle que soit leur collection de référence. Alors, il n'y a pas tant de cas que ça, mais il y en a un, évidemment, qui est très important, qui est Harry Potter, en fait. Dès le départ, s'est posé la question de où est-ce qu'on met Harry Potter. Et comme il n'était pas trop difficile de se dire qu'on pouvait l'avoir en plusieurs exemplaires, on l'a mis à la fois en enfance et en ado. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si. Ouais. Si, on voit déjà apparaître une pratique de la lecture qui ne correspond pas nécessairement à des enfants précoces, puisque tu parlais du début jusqu'à 3 ans. Ça veut dire aussi que la lecture, elle est faite avec les parents. Enfin, on y reviendra dans la médiation. Ouais. Ça, c'est un point important. Ensuite, il y a une lecture autonome. Enfin, on verra tout ça, mais ça, je le précise, parce qu'on peut être surpris en se disant, surpris, non, mais il faut simplement se dire que là, il y a une pratique de lecture qui passe par une médiation qui sont les parents des adultes ou une animation qui peut être là. On va écouter Xavier, si tu veux intervenir sur ce point-là. Oui. Et juste, il me semble que ces tranches d'âge, comme tu les as nommées, ne sont pas indiquées dans la librairie, à la bibliothèque. En effet, ouais. Contrairement aux librairies qui, en général, affichent très clairement les tranches d'âge et des tranches d'âge plus restreintes, souvent. Voilà. Alors, sauf nous. Nous, effectivement, en librairie, la question, elle est aussi de... Voilà, souvent un client rentre dans la librairie et effectivement, voilà, la question c'est je cherche un livre pour un enfant de tel âge, souvent pour un garçon ou une fille de tel âge d'ailleurs. Et voilà, nous notre parti pris ça a été de dire que c'était pas pertinent de répondre, enfin en tout cas d'afficher ça dans la librairie, parce que effectivement souvent, comme les questions sont très précises, on a envie de faire des rayons très précis, donc voilà, il y a les livres pour les 2 ans, pour les 3 ans, pour les 4 ans, sauf qu'en réalité, un enfant tous les enfants de 3 ans ne lisent pas la même chose, etc. Donc nous on a pris ce parti un peu radical pour une librairie de ne pas l'afficher, et voilà, mais ça nous permet aussi d'en discuter et d'expliquer pourquoi on fait ça, et assez vite finalement, les clients sont plutôt contents et de pouvoir ça. Bon, ça nous oblige à être assez présents et à expliquer ce choix, mais on est pour l'instant content de le faire. Ça c'est pour les albums. Pour les romans, pareil, on explique qu'on classe les livres par un niveau de lecture, et donc plus on monte haut dans les étagères, plus il faut savoir lire pour pouvoir prendre ce livre. Et voilà, bon, c'est pas tout à fait juste, parce qu'en fait, il n'y a pas que le niveau de lecture, il y a aussi la maturité. Voilà, mais pour l'instant, c'est un peu un essai de faire les choses comme ça, puis on verra ce qu'on maintient ou pas. Enfin, voilà notre parti pris, en tout cas pour l'indication des âges dans la librairie.
Alors après, justement, je rebondis. Nous, c'est une demande qu'on a souvent des parents comme vous, parce que les parents habitués à la librairie nous demandent alors où sont les livres pour les enfants de 6 ans et demi qui savent très bien lire. Bon, j'exagère, je caricature volontairement, mais il y a un petit peu de ça. Et il y a une tentation quelquefois de bibliothécaires de répondre à cette attente. Et mon positionnement, c'est plutôt de ne pas trop y répondre, justement, parce que, effectivement, l'enfant, à 8 ans, il peut avoir envie de lire des albums, et certains enfants, à 6 ans, peuvent lire des romans beaucoup plus élaborés. Enfin, on ne peut pas complètement catégoriser. Il y a un domaine dans lequel la question se pose vraiment, et je pense que c'est parce que c'est un domaine éditorial particulièrement commercial, enfin qui doit rapporter pas mal d'argent, c'est ce qu'on appelle les romans de première lecture. On a à Niemeyer une collection très importante de romans de première lecture qui sont des textes assez courts, qui sont encore illustrés, avec une police de caractère assez grande, donc voilà, qui facilitent la lecture, qui sont pas trop fatigants à lire, et qui initialement sont proposés pour les enfants qui sont dans l'apprentissage de la lecture. Mais on a vu au fil des dernières années, en fait, cette offre de première lecture s'étoffer beaucoup et déborder. Et alors maintenant, on a des premières lectures pour les débuts de CP, les milieux de CP, les fins de CP, les débuts de CE1, etc. etc. Et ça, je pense que c'est un travers, à mon avis, des éditeurs dans lequel il ne faudrait pas trop que les bibliothécaires et les libraires, potentiellement, tombent, justement. Voilà, je ne pense pas que ce soit rendre service aux enfants que de leur dire, voilà, les livres qui sont pour toi, c'est ceux-là, précisément. Ouais, c'est même... ça peut être même embêtant. Voilà, un enfant qui met un peu de temps à rentrer dans la lecture, il vaut mieux qu'il prenne... un livre qui est étiqueté début de CP plutôt que fin de CP, parce que sinon il va être en échec. Et donc voilà, je suis d'accord. On a l'impression parfois que quand on donne une classification de ce type, c'est comme s'il y avait des tailles, c'est un vêtement pour un enfant de 6 mois, 9 mois. On a l'impression que c'est un peu ce modèle parfois qui déteint sur... Alors en même temps, on comprend bien qu'il y a quand même, comme tu le disais, il y a des livres de première lecture, on comprend bien qu'il y a des choses différentes, mais c'est vrai que rentrer trop dans le détail, ça pose sans doute problème. Yann, est-ce que tu veux intervenir sur ce point-là ? Tu vois, tu as des publics, tu as eu des publics de collège, de lycée, voilà. Oui, en collège, en lycée, je pense que la problématique se pose moins, puisque de fait, on est dans une tranche d'âge, que ce soit du 12-15 ans en collège ou du 15-18 en lycée. Par rapport au lycée, en fait, pour ce qui est dit littérature de jeunesse, on va être plutôt sur de la fantasy, young adult, des choses qui commencent à partir de 14 ans un peu. Donc on se base aussi en fait finalement sur les classifications éditeurs, libraires pour se procurer des livres. Des fois on prend un peu plus jeune aussi, puisque finalement il y a des niveaux de lecture différents. Mais le vrai problème se pose en fait, c'est qu'est-ce qu'on propose ? Est-ce qu'on propose que de la littérature jeunesse ? Donc là c'est pour le lycée. Hein. Et qu'est-ce que nos lycéens peuvent lire d'autres ? Quel autre type de lecture qui va être accessible pour eux ? Donc c'est aussi développer... moi j'aime travailler sur cet axe-là, c'est aussi développer de la littérature contemporaine. Donc qu'est-ce qui va les intéresser et qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir lire ? Donc j'essaye d'enrichir le fond sur ce point-là. Et nous, la question à plus se poser, en fait, finalement, ça va être plus la classification par genre. Alors soit on étiquette tout et puis chaque livre a un genre, etc. Et en le dissociant justement de ces classes d'âge, où finalement on pourrait dissocier finalement le fond, pour le fond fiction. Hein. Voilà ce qui va être fiction dite classique, puisqu'on est amené aussi à acheter des œuvres classiques, bien sûr. Donc fiction dite classique, on pourrait aussi finalement faire littérature jeunesse, alors ça serait peut-être pas très pertinent de l'appeler comme ça, et puis une autre rubrique, littérature contemporaine. Donc encore une fois, je pense qu'il faudrait trouver des
des appellations appropriées, mais finalement, pourquoi pas diviser son fond fiction en 3 secteurs comme ça distincts pour les lycéens. Je crois que d'ailleurs, Xavier, j'ai cru comprendre que tu avais fait un rayon questions de société pour la jeunesse, hein, ce qui est intéressant parce qu'on n'y pense pas nécessairement, puisqu'on va se dire plutôt effectivement aventure, policier, fantaisie, etc. Voilà. Kenza, est-ce que alors, toi tu as fait des ouvrages jeunesse, tu t'es adressé à quel âge et est-ce que tu avais un sentiment d'ailleurs de t'adresser à un âge particulier? Pas vraiment, dans la mesure où, au moment où j'ai écrit des livres de jeunesse, j'étais moi-même enfant. Donc ça brouille un peu les perceptions, évidemment. Mais on voit qu'il y a un vrai questionnement autour de ces problèmes de catégorisation. Et je trouve ça intéressant d'avoir vos témoignages de libraires, de bibliothécaires, parce que ça fait entrer, je trouve, le livre dans une sorte de prescription de... voilà. Toi qui as 8 ans et qui es un petit garçon, voilà ce que tu peux lire et finalement ce que tu dois lire. Si tu es une petite fille de 12 ans, voilà ce qui s'adresse à toi. Et ça limite, voire même ça empêche un peu l'appropriation parce que finalement tout est ouvert et qu'on peut lire tout. Et que moi aujourd'hui je peux lire des albums qui s'adressent à des enfants de 3 ans et y trouver beaucoup de plaisir. Donc ma vision, avec une vision un peu marketing, c'est que je trouve que ça transforme le livre vraiment en produit, d'être trop dans la catégorie, en produit qui va répondre à un besoin précis, le besoin d'un enfant de tel âge et de tel genre, etc. Qui va répondre ou qui va créer un besoin? En tout cas, répondre peut-être plus aux besoins du parent, parce qu'effectivement, le besoin de l'enfant, c'est juste... le besoin de l'enfant n'est pas là. Il est clairement projeté. Et c'est plus, on voit des demandes des parents. Et ce qui est un peu limitant, finalement, pour l'enfant et pour son expérience du livre. Et donc, on voit à la fois au 400 coups et à Niemeyer que vous sortez de ça en évitant de catégoriser, en tout cas d'afficher des âges. Mais souvent aussi, les âges sont affichés sur les livres eux-mêmes. Et ça va amener des enfants à s'interdire certains livres, soit parce que c'est marqué à partir de 8 ans et que l'enfant à 7 ans va se dire c'est pas accessible pour moi, ou alors l'enfant à 9 ans et va se dire c'est pour les bébés. Et du coup, ça va limiter le lectorat d'un livre, ce qui est très dommage. Je discutais un petit peu avec Victorine parce que je me disais que on a parlé de livres illustrés. Est-ce qu'il y a un statut particulier pour les bandes dessinées, les mangas par exemple? Parce que moi je vois pas mal d'adolescents qui lâchent parfois la lecture classique et puis qui se mettent au manga. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est, en tout cas la bande dessinée, est-ce que c'est un sujet qui vous semble... Le manga, en tout cas, ouais. Oui, il y a une forte demande. Peut-être plus en collège. Il y a des lecteurs. Collège, mais il y a des lecteurs et davantage de manga que de bande dessinée au sens classique. Hein. Vraiment, depuis 3-4 ans, même si le phénomène manga date de plus longtemps que ça, hein, mais depuis 3-4 ans, oui, c'est vraiment ce qui fait aussi notre fond de lecteurs. Ce sont des jeunes qui viennent lire des mangas et finalement la bande dessinée à côté, elle, est plutôt délaissée, au moins dans un centre de documentation. Un genre qui pour le coup est très catégorisé à la base, quoi, hein, par les éditeurs, même je crois par les auteurs. Il y a vraiment des genres de mangas très... alors c'est peut-être un peu moins vrai maintenant dans les nouvelles parutions, mais... C'est lié à la culture japonaise, les seinen, les shonen, les je sais pas quoi, je les connais pas toutes les catégories, mais effectivement il y a des catégories de mangas un peu pour tous les besoins. Voilà. Les jeunes filles qui aiment les histoires à l'eau de rose, les jeunes garçons qui aiment les histoires de foot. Il y a un manga qui répond, qui semble en fait venir combler une attente très spécifique à chaque fois. Et oui, c'est assez intéressant. C'est aussi assez éloigné peut-être quand même de notre culture de littérature jeunesse. Donc quelquefois ça nous étonne un petit peu cette hyper spécialisation des mangas. Oui, parce que ça se lit beaucoup au Japon et moi ce que j'avais remarqué c'est qu'il
Mais les Français sont les deuxièmes consommateurs. Oui, ben voilà, c'est devenu... Mais au Japon, ce qui est très étonnant, c'est que non seulement il y a des créneaux très précis, mais il y a aussi des âges très précis. Parce qu'à un moment, je me suis intéressé un peu à la question, je commençais à regarder, on m'expliquait que ça c'est pour tel âge, ça c'est pour tel âge, et de fait, dès qu'on commence à rentrer dans les mangas adultes, ça devient beaucoup plus violent. Et puis il y a déjà des commencements de violence dans l'adolescence. Donc il y a aussi cette question de la violence, la sexualité. Voilà. Oui, donc, mais d'ailleurs, quand on constitue des collections de mangas pour les bibliothèques, c'est une question qu'on se pose effectivement parce que les critères japonais ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres pour désigner des œuvres jeunesse tout public ou des œuvres adultes. Et effectivement, on trouve des images assez suggestives et de la violence dans des mangas qu'on catégorise quand même, qu'on finit par classer quand même en jeunesse, puisque ça s'adresse effectivement à la jeunesse. Et d'ailleurs, ce sont des jeunes enfants qui les lisent. Ça peut nous étonner effectivement en tant qu'adultes, surtout quand on n'a pas eu cette culture, enfin ce type de lecture enfant. Mais je voulais revenir sur la lecture de BD par les enfants, puisque vous disiez que les enfants, enfin les jeunes lisaient beaucoup des mangas. À Niemeyer, on observe quand même beaucoup, on a beaucoup de jeunes lecteurs de BD aussi. D'ailleurs, le budget le plus important au sein du budget BD manga à la bibliothèque Niemeyer, la part de budget la plus importante, c'est celle pour les BD tout public. Et du coup, cette notion de tout public me permet de rebondir à nouveau sur la classification en âge, puisqu'à Niemeyer, on n'a pas des BD pour les enfants et des BD pour les adultes. On a des BD tout public, donc sous-entendu pour tout le monde, et des BD pour les adultes, donc sous-entendu à ne pas remettre entre les mains d'un enfant, puisque ça ne serait pas forcément adapté, soit en termes de thématique ou éventuellement à cause d'une exposition à des images violentes ou des choses comme ça. Mais les BD tout public, ça veut dire aussi les Black et Mortimer, les Tintins, les Astérix, que lisent aussi des adultes. Voilà. Et ça marche très bien. Et la BD fonctionne très bien en bibliothèque, y compris, surtout auprès des enfants, effectivement. On va passer au deuxième axe. Normalement, on devait passer un quart d'heure sur le premier axe, mais en même temps, immédiatement, on a beaucoup de choses à dire et je pense que c'est bien aussi de prendre le temps. Le deuxième axe, c'est sur la médiation. Médiation autour du livre à destination des jeunes publics. C'est un point important parce que ça permet de donner l'appétit de la lecture, ça permet aussi de faire connaître des auteurs. Voilà. On va peut-être commencer par Xavier. Je sais que tu animes beaucoup d'ateliers, tu fais beaucoup de choses autour de ça. Oui. Oui, alors juste pour faire le lien, aussi ce qu'on n'a pas trop dit, c'est que dans la littérature jeunesse, il y a deux destinataires, il y a l'adulte, alors en plus en librairie qui achète, et l'enfant qui le lit, et parfois qui le lit avec l'adulte. Donc alors peut-être qu'en bibliothèque, les parents laissent leurs enfants plus libres de choisir ce qu'ils veulent, en librairie, comme ils les achètent, il y a aussi cette question-là. Et voilà, et donc la médiation, pour moi en librairie, elle commence par le fait d'être un lieu physique. Et voilà, déjà amener le livre dans un lieu physique et avoir une vitrine par exemple, c'est déjà une partie de la médiation, du rôle du libraire dans la médiation. La façon dont on présente les livres, ça fait partie de la médiation, la façon dont on est aussi présent, nous physiquement, libraire, pour conseiller. Et ensuite, effectivement, on pense que la librairie doit être pas seulement un lieu de vente, mais aussi un lieu de partage. Et pour nous, le fait d'avoir des animations régulières, soit par des ateliers, soit par des rencontres avec des auteurs ou des illustrateurs, c'est vraiment un axe important pour nous dans notre métier. Ouais. D'accord. Alors, je vais passer peut-être à Cécilia, parce que je crois qu'en termes de médiation, il y a pas mal de choses qui se font à la bibliothèque Niemeyer. Et surtout le réseau de lecture publique. Et surtout le réseau d'ailleurs, il n'y a pas que la bibliothèque Niemeyer, évidemment. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors c'est important d'ailleurs de dire que c'est sur tout le réseau parce que on a un dispositif de lecture publique qui s'appuie sur plusieurs établissements et donc qui touche différents publics dans différents quartiers. Alors évidemment, Niemeyer est éventuellement plus identifié, mais les bibliothèques de quartier, que ce soit à Coqueriville, dans le quartier de l'Eure,
à Bléville, sont très actives, et notamment très actives en termes de médiation. Et l'enjeu de médiation est très important aussi, peut-être surtout dans les bibliothèques de quartier, où il y a un travail important à faire avec la population alentour. La médiation, c'est énormément de choses, donc je ne vais pas pouvoir parler de tout. Tout à l'heure, on a parlé des tranches d'âge, et j'ai insisté sur le fait que la petite enfance, ça débute à la naissance. Et donc ça, par exemple, ça peut être un axe à développer en médiation culturelle, c'est-à-dire amener les parents à lire aux tout jeunes enfants dès la naissance, et à admettre que l'enfant, avant d'être un lecteur techniquement, est déjà un lecteur de livres, et qu'il suffit de lui prêter sa voix. Et donc au Havre, on développe, on déploie depuis quelque temps un dispositif qui s'appelle « Lis avec moi », et qui consiste à valoriser cette idée d'une lecture par l'enfant avec le support de l'adulte qui prête sa voix finalement à l'enfant. Et donc ça consiste à mettre en place dans différents lieux qui peuvent être des bibliothèques, mais pas forcément, c'est peut-être même plus pertinent quand ce ne sont pas des bibliothèques, quand ce sont des lieux où la lecture n'est pas attendue, comme une PMI par exemple, de mettre en place un dispositif, un choix de livres et un adulte disponible pour lire à l'enfant, et de laisser l'enfant faire le choix du livre, de l'adulte qui va lui prêter sa voix, du rythme de lecture, de commencer par la fin éventuellement, de sauter 3 pages, et d'appréhender comme ça par lui-même le livre et la lecture. Et ce qui est très important dans ce dispositif, qui est défendu par de nombreux psychologues qui travaillent sur le développement de l'enfant, c'est la nécessité de permettre à l'enfant de rentrer assez tôt dans la langue du récit, qui est une langue qui est plus élaborée que le langage quotidien, et qui est un apport très important en termes de construction mentale. Voilà, je ne saurais pas forcément le développer plus avant, mais c'est intéressant et c'est important de vraiment dire aux parents: votre enfant ne parle pas, mais parlez-lui quand même. Votre enfant ne lit pas, mais lisez avec lui quand même. Et évidemment, il y a des livres pour les tout-petits. On les identifie facilement dans les librairies ou dans les bibliothèques. Les livres cartonnés, les livres avec des choses à toucher, des livres en plastique qui sont très bien parce qu'ils permettent une manipulation. Appréhender le livre pour un tout-petit, c'est aussi le manipuler. Mais on s'aperçoit qu'on peut aussi proposer à des tout jeunes enfants des textes qui ne sont pas forcément ciblés toute petite enfance, et auxquels il va accéder aussi à sa manière. Yann, je crois que aussi sur... Oui, Victorine, tu voulais peut-être... Non, je me disais que je pouvais poser la question pour Yann, parce qu'effectivement, on sait que les enfants, vu qu'on lit aussi beaucoup avec eux, ils ont cet acte de lecture, mais on dit souvent qu'on perd un peu les adolescents quand ils sont autonomes, ils sont plus forcément tournés vers la lecture, et donc savoir un petit peu ce qui peut être fait en collège, lycée pour garder ce goût d'atelier, ou avec de la médiation, qu'est-ce qui peut être fait à l'école pour garder ce lien? En fait, oui, c'est vraiment une question. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en collège, lycée, donc, pour amener les élèves à la lecture? Quels sont les actes, les actions de médiation qu'on peut faire? Alors, comme le disait Xavier, effectivement, il y a l'aménagement. Je pense que ça peut jouer. Il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus, et peut-être même à prendre des positions des fois qui pourraient être, j'allais dire radicales, mais plutôt qu'avoir un fond très fourni, est-ce qu'il ne vaut mieux pas moins d'ouvrages? Parce qu'en fait là, il s'agit en fait je vais parler d'autres actions de médiation, mais on va plutôt avec le livre vers eux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, puisqu'on a enrichi un fond, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils viennent d'eux-mêmes, pour que le livre les attire, pour qu'ils aient envie d'aller dans un rayonnage, pour se dire tiens, ça me plaît bien. Alors bien sûr, on a un portail documentaire, il pourrait très bien, mais là, ça demande quand même une démarche. Se dire tiens, je vais lire un roman sur, un roman d'amour, donc je vais sur EasyDoc et je cherche. Mais donc là, ça demande une démarche. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que dans l'espace, visuellement, ce soit attirant et qu'ils aient envie, ne serait-ce que de prendre un livre dans la main. Et voilà, donc ça
C'est un premier axe, et sinon, en fait, finalement, après, c'est plutôt nous qui allons vers les élèves avec le livre, que ce soit des livres qui appartiennent au fond ou pas. On travaille beaucoup notamment avec des prix littéraires, en fait, notamment au lycée, on a le Goncourt des lycéens, il y a le prix Fauve des lycéens. Je pense également au prix du jeune lecteur. Donc le prix du jeune lecteur, en fait, fait suite au prix du jeune écrivain. Donc c'est national. Donc 12 nouvelles sont sélectionnées et puis éditées par Bûcher-Châtel. Donc c'est proposé à l'ensemble des lycées de France. Donc le but là étant de faire découvrir aussi d'autres formes d'écriture, des formes courtes, puisque c'est la nouvelle, mais aussi des écritures contemporaines écrites par des jeunes, puisque ce prix du jeune écrivain, en général, ce sont des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Donc voilà, travailler autour de prix comme ça. Je le fais également autour de... parce qu'en fait, oui, aller vers le livre en lycée, amener les élèves à lire en lycée, c'est aussi leur faire découvrir d'autres formes de lecture différentes de ce que peut être la bande dessinée, différentes de ce que peut être la lecture d'ouvrages d'ados. Tu parlais d'aller vers le récit, puisqu'on constate aussi qu'effectivement, notamment en collège, pour que les élèves soient amenés à lire justement du récit qui est beaucoup plus finalement complexe à aborder. Ce que je me dis aussi, c'est que quand on parle de lecture, en fait, on pense à plusieurs choses. On pense surtout, pour l'instant, à la lecture silencieuse, ou alors à la lecture qui est faite par quelqu'un d'autre. On oublie que les adultes, ils aiment bien aussi parfois qu'on leur lise quelque chose. Il y a un festival ici qui s'appelle Le Goût des Autres, où il s'agit d'avoir parfois des acteurs qui vont lire des ouvrages. Il y a aussi ce qu'on appelle les livres audio. Et puis j'ai envie de dire, c'est une vieille tradition aussi, ces textes qui sont lus, ou ces histoires qui sont racontées. Alors quand c'est raconté, parfois il y a un conteur qui est là simplement, qui n'a pas de... C'est la tradition orale, mais parfois on peut aussi prendre une histoire à raconter. Je pense que ça peut être une chose intéressante, parce qu'on sait en plus que ce qu'on appelle la lecture silencieuse, ça s'est généralisé. Certains disent que c'est 4 siècles ou 5 siècles avant notre ère. Au début, les gens, quand ils lisaient à haute voix. Éventuellement, ils lisaient pour les autres qui ne savaient pas lire. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, peut-être. C'est un point... on voit qu'il y a des... je sais que j'ai une collègue qui est professeure de lettres qui me dit que quand elle donne un ouvrage à lire, parfois elle donne aussi l'ouvrage audio à certaines classes, parce qu'ils savent qu'ils vont l'écouter. Alors, pour le lire, c'est autre chose. Mais une fois qu'ils l'ont écouté, parfois ils ont envie de le lire. Et puis l'écouter, déjà, c'est, il y a eu une lecture. Enfin, une lecture par quelqu'un d'autre, mais il y a eu une lecture. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être cette médiation-là. Alors là, imperceptiblement, on est en train de... Oui, pardon, Victorine, je te laisse. Juste rebondir encore, parce qu'il me semble que, Yann, toi, tu fais des lectures musicales de textes que tu écris, il me semble. Et je voulais savoir, du coup, quelle était un peu l'intention derrière, pourquoi vouloir faire cette lecture, pourquoi musicale, et quelle était l'intention de cette médiation. Alors, donc là, oui, c'est un registre un peu différent. Donc l'intention, voilà, on écrit un recueil de poésie qui est publié, et bon, après, voilà, qu'est-ce qui se passe Voilà, qu'est-ce qui se passe c'est le but de faire vivre, en tant qu'auteur, c'est la volonté de prolonger l'écrit et d'aller vers le lecteur, à la rencontre du lecteur, sachant qu'il y a peu de chances qu'il vienne à ma rencontre si le livre est isolé tout seul dans le rayonnage d'une librairie ou d'une bibliothèque. Donc voilà, il y a cette volonté-là. Pourquoi musicale mais je cherche différents supports aussi, puisque je l'ai fait autour d'une exposition. Parce que, moi, il me semble que de nos jours, tu parlais finalement de lecture à haute voix, on se rend compte quand même que le public aime venir écouter des lectures. Au Havre, on a ce festival du Goût des Autres qui nous montre chaque année. Et c'est une autre forme, mais effectivement, la lecture à haute voix, lecture musicale, en tout cas, ou les performances, je pense que ça devient... je sais pas si des personnes souhaitent se lancer dans le métier d'auteur, qui deviennent une part indispensable du métier.
Et on parle là de la lecture à voix haute en tant que médiation, mais il y a aussi tout un travail qui peut être mené, et qui est mené d'ailleurs au sein des bibliothèques, de faire lire les gens, donc de développer la lecture à voix haute chez les publics également, de pas seulement se contenter d'offrir des lectures spectaculaires, mais aussi de développer la lecture à voix haute. Et on se rend compte qu'il y a un vrai plaisir chez les gens qui s'y mettent à l'oralisation d'un texte. Alors, j'ai des collègues qui le font très bien avec des adultes, et c'est d'ailleurs enregistré pour la radio. Mais quand on le fait avec des enfants, on voit bien comme ils y prennent plaisir. Et d'ailleurs, on le fait beaucoup par le biais de la poésie. On s'est posé la question à un moment avec les collègues de comment faire la médiation de la poésie, qui n'est pas le fond qui sort le plus en bibliothèque, il faut bien l'admettre, avec le théâtre. Et d'ailleurs, dans les deux cas, le théâtre ou la poésie se prêtent très bien, évidemment, à l'oralisation. Et donc, on fait lire aux enfants des poèmes assez courts. Ils lisent ensemble, les uns devant les autres. Au début, ils sont timides, et puis ils y prennent plaisir, et puis ils y mettent des intentions, et puis ils se perfectionnent, etc. Et c'est vraiment très porteur aussi comme accès au texte. Oui, en lycée, j'essaye de travailler beaucoup aussi autour de la poésie, parce que bon, forcément, j'ai un petit... mon cœur balance pour la poésie. Voilà, je le fais, donc, mais avant d'aller vers les élèves avec de la poésie, j'essaye de développer le fond, puisqu'on a énormément dans la plus... Enfin, je ne connais pas tous les CDI, mais dans beaucoup de CDI dans lesquels je suis passé, il y a énormément de poésie qui est plutôt classique. Donc là, je parle vraiment quand on est plutôt au lycée. Voilà, en essayant justement d'enrichir le fond de poètes contemporains et très contemporains qui sont justement qui font entrer le quotidien dans leur poésie, qui sont souvent des performeurs à côté. Donc il y a aussi accès justement à ça, et à ces vidéos où il y aura peut-être possibilité de les emmener voir peut-être un jour un de ces auteurs-là. Et voilà, donc j'essaye d'aller à la rencontre des élèves en tant que professeur documentaliste là. En leur faisant découvrir ces auteurs, donc de les amener à écrire, et ensuite justement on les amène, on travaille justement sur la lecture et la mise en voix de leurs textes aussi. Oui, je t'en prie, Kenza. Cette question de la médiation, elle est vraiment centrale dans le domaine du livre, et beaucoup plus finalement que dans d'autres domaines de la consommation culturelle. Et c'est pas tout à fait les mêmes raisons selon l'âge des lecteurs et des lectrices. Parce que sur les enfants et la petite enfance, c'est ce que disait Xavier de Finance tout à l'heure, les acheteurs en librairie, ça va être plutôt les parents. Et là, la difficulté, c'est qu'on achète pour quelqu'un qui n'est pas soi, on achète dans un domaine a priori qu'on ne maîtrise pas. Et donc, en plus, il va s'ajouter à ça des enjeux éducatifs hyper importants, avec une pression que se mettent les jeunes parents souvent, sur il faut que ce livre amène mon enfant à s'ouvrir, à se développer, à s'éveiller, etc. Se mettre des enjeux qui ne sont pas forcément aussi essentiels qu'ils peuvent se l'imaginer, mais en tout cas qu'ils se mettent. Et donc, il va y avoir un rôle de prescription attendu du libraire ou du bibliothécaire, ou des libraires, de la bibliothécaire, vraiment important. Et sur les lecteurs un peu plus âgés, les lectrices un peu plus âgées, les ados et les adultes derrière, ce qui va rendre important ce rôle de la prescription des experts, finalement, c'est l'investissement de temps que cette activité-là demande, parce que ce n'est pas du tout le même investissement de temps ni de concentration d'ailleurs que d'autres activités culturelles ou de divertissement. Si on regarde une série et qu'on n'accroche pas, on s'en rend compte assez vite, et ça peut être un épisode de 20 minutes et on arrête et on a perdu 20 minutes de sa vie. Pour se rendre compte si on va accrocher ou pas à un livre, ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'investissement, et donc l'enjeu est plus élevé, et on a besoin de moins se tromper finalement, et donc d'avoir besoin de ces avis de gens qui savent. Et après, je crois qu'on en parlera plus en profondeur, mais le numérique a tendance à effacer un peu ce rôle de la médiation, ou en tout cas à l'exploser, à le fragmenter, et on perd de vue un petit peu ce rôle de prescription qui peut être aux libraires, aux bibliothécaires, aux documentalistes également.
Mais je rebondis, en fait, ce que tu dis est peut-être davantage vrai pour un achat de livres en librairie que pour un emprunt en bibliothèque. Moi, souvent, quand je vois des enfants très hésitants face à ce que leur proposent leurs parents ou à ce que les parents me demandent de leur proposer, je leur dis, tu as le droit de ne pas le finir et prends-en plusieurs. Et comme ça, si ça ne te plaît pas, tu passeras à un autre. Alors évidemment, je ne suis pas là pour dire que la lecture ne nécessite aucun effort et qu'il faut zapper d'un livre à un autre et que si au bout de 2 pages on n'est pas convaincu, c'est pas grave, on laisse tomber. Non, mais c'est vrai que la chance qu'on a quand on a accès à une bibliothèque comme les bibliothèques du réseau Havrais, c'est qu'on a quand même un large choix, que c'est gratuit et que donc on peut se gourer effectivement et on peut essayer, on peut lire 50 pages d'un roman et s'apercevoir que finalement ça va pas le faire et on en a pris un deuxième ou peut-être on va passer à la BD parce que on est dans un moment où peut-être on a moins de concentration, etc. Donc c'est vrai que l'enjeu, la pression est peut-être moindre par rapport à un achat en librairie où y a un investissement financier quand même qui joue, je pense. Mais il y a aussi un autre enjeu qui est présent autant, je pense, en librairie qu'en bibliothèque ou ailleurs, c'est toute la sacralisation qu'on va mettre derrière le livre, qui fait que c'est compliqué d'admettre qu'on n'a pas accroché à un livre parfois, parce que si on n'a pas accroché, c'est parce que finalement, peut-être on n'était pas assez bon lecteur, si on est enfant, pour accéder à cette richesse-là, ou alors on n'a pas compris ce qu'il y avait à comprendre, alors que si on n'accroche pas à une musique ou à un film, on va moins se remettre en question. Et d'ailleurs, y a beaucoup de gens qui ont du mal à ne pas finir les livres et qui vont se forcer à lire des livres, même quand ils n'aiment pas du tout, parce que ça ne se fait pas de ne pas finir un livre. Il y a des sortes de règles autour du livre, parce que c'est un objet qui est quasiment sacré pour un certain nombre de personnes. Et ce qui fait que ça va poser plein de limites dans la façon dont on aborde ces livres-là. Alors pour certaines personnes, je crois que c'est sacrément, même certains enfants, c'est sacrément difficile de lire. On va passer à l'axe sur les difficultés de lecture. Ces lecteurs qu'on appelle des lecteurs 10. Est-ce que quelqu'un qui voudrait peut-être intervenir là-dessus? Cécilia, je crois que je vais encore te solliciter. Oui, donc effectivement, on a vu apparaître depuis quelques années, je dirais un peu moins de 10 ans, un nouveau phénomène éditorial qui est le livre adapté pour les jeunes lecteurs dyslexiques. Alors, je ne dis pas que ça n'existait pas auparavant, mais c'était assez marginal. Et en bibliothèque, donc on a commencé à développer des fonds. Ça s'est fait d'abord en bibliothèque de quartier, de façon expérimentale, et puis ça s'est répandu sur l'ensemble du réseau, et aujourd'hui toutes les bibliothèques ont des fonds de littérature jeunesse adaptés aux jeunes dyslexiques. Ça consiste en quoi? Ce sont des livres qui sont adaptés en termes de mise en forme, mise en page, typographie. Donc il y a la typographie qui joue beaucoup, qui doit en fait, alors c'est assez technique, mais qui est sans empattement, ou plutôt qui est avec empattement. Tu vas peut-être pouvoir me... Je crois sans. Sans, voilà. Pour éviter en fait les confusions de lettres ressemblantes, ce sont des interlignes plus importants, l'utilisation d'un papier crème plutôt qu'un papier blanc pour éviter la fatigue de lecture, plusieurs choses. Et les éditeurs, là, depuis quelques années, s'y mettent à fond. Au départ, on avait surtout des éditeurs spécialisés qui proposaient des livres adaptés, et puis de plus en plus, on a des éditeurs généralistes qui adaptent en fait leurs succès commerciaux pour les jeunes lecteurs 10. Et puis, alors là, pour le coup, c'est l'occasion de parler du numérique. Il y a un apport important du numérique en matière de lecture adaptée, puisque une liseuse permet de fait l'adaptation, le changement de police, l'agrandissement de la taille de caractère, etc., aussi bien pour les enfants 10 que pour, par exemple, des personnes malvoyantes qui auraient besoin d'agrandir beaucoup les caractères. Donc là, il y a un réel apport, une plus-value du numérique. Alors peut-être, je vois que le temps passe, et sur les difficultés de lecture, on a dit un certain nombre de choses. Il faut rappeler aussi que dans les difficultés de lecture, visiblement, il y a aussi un décrochage un petit peu massif qui se fait à l'âge entre 10 et 12 ans. J'ai cru comprendre ça sur des gamins qui étaient lecteurs, puis subitement qui, comment appelle-t-on ça, la préadolescence, finissent par décrocher.
c'est pas nécessairement des difficultés de lecture qui en font des lecteurs 10, mais la question, c'est voilà, comment faire, et est-ce que vraiment ça se constate, cette histoire-là, parce que j'ai vu cette information, mais Xavier, peut-être. Alors, je pense que j'ai pas assez de recul pour vous répondre. Voilà, peut-être que Cécilia a plus d'expérience que moi. Voilà, moi j'ai des clients un petit peu de tous les âges, oui. Mais je n'ai pas suivi encore assez de personnes pour voir ceux qui lâchent et ceux. D'accord, parce que c'est une question que c'est une information quelque chose qu'on entend souvent. Est-ce que c'est avéré? C'est observé statistiquement, oui, et effectivement, bon, en bibliothèque on peut l'observer aussi, mais c'est aussi parce que jusqu'à un certain âge, les enfants sont accompagnés des parents. Et puis à partir d'un certain âge aussi, il y a une pression qui est mise sur l'enfant à lire des romans, des gros romans. On peut entendre des parents dire « mais non, mais là, il n'y a pas assez de pages », ou voilà. Et donc, peut-être qu'il y a aussi cette pression qui joue, et que si, après tout, on laissait les enfants lire des albums aussi longtemps qu'ils le souhaitent, ils seraient peut-être des lecteurs plus heureux ensuite et plus ouverts à d'autres lectures. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de pistes qui devraient être explorées là-dessus, et si on avait la recette pour... permettre aux jeunes de lire, on l'utiliserait tous, donc je pense qu'on n'en a pas vraiment, mais en tout cas de peut-être pas trop mettre de pression sur le vrai roman, les enseignants qui arrivent à la bibliothèque et qui préviennent directement leurs élèves, je vous préviens, on n'emprunte pas de BD, voilà, ça c'est un petit peu dur, je trouve, puisque la lecture, il faut le rappeler, c'est quand même du plaisir avant tout. Et puis c'est des modalités différentes dans lesquelles on trouve effectivement des lectures parfois sur son portable, des petits articles, des petites choses comme ça. Est-ce qu'on... Yann, tu veux peut-être intervenir sur cette histoire-là de... Un petit peu, mais enfin... Voilà, juste ce qui est de mon constat personnel, effectivement, moi je trouve qu'en collège, on a des élèves qui fréquentent régulièrement, voire assidûment les CDI et qui lisent beaucoup, que ce soit de la bande dessinée, mais aussi des livres, enfin des romans. Les bandes dessinées sont des livres. Oui. Ah, mauvais lapsus. Donc voilà, il y a toujours des groupes de lecteurs en collège à chaque fois, vingtaine d'élèves, alors pas en même temps, mais qui vont être réguliers à fréquenter le CDI. Et cette chose-là, je ne l'ai pas retrouvée en lycée en fait. Dès la seconde, alors on a encore en début de seconde peut-être des élèves qui fréquentaient les CDI pour lire des bandes dessinées, des mangas, qui viennent un peu. Ça se perd assez rapidement. Alors voilà, justement, pourquoi qu'est-ce qu'on peut faire déjà nous pour essayer de pallier à ça? Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Après, tout en sachant qu'à partir de la première, les programmes sont quand même assez denses, et notamment en première avec le programme de français et tous les classiques qu'il y a à lire. Beaucoup n'ont pas envie de lire autre chose. Je pense que c'est aussi multifactoriel. Je pense qu'il y a effectivement une pression, il y a du travail et des lectures scolaires, et puis peut-être qu'ils arrivent à une certaine autonomie, soyons optimistes, enfin, je sais pas, peut-être, qui leur permet de choisir ou d'avoir aussi, d'acheter eux-mêmes. Enfin, je pense que c'est multifactoriel. Je propose parce qu'on le temps passe, on avait prévu 1 heure, on a commencé un petit peu en retard. Je propose qu'on finisse par parler justement un petit peu du numérique, du livre papier, parce que c'est aussi une nouveauté qui peut avoir ses avantages, c'est ce que disait tout à l'heure Cécilia. Ça peut avoir aussi un inconvénient, parce que le numérique, ça retire des médiations. On n'a plus besoin d'aller voir un libraire ou de passer nécessairement par une bibliothèque. Enfin, on peut le faire, mais pas nécessairement. Voilà. Donc je voulais avoir un petit peu votre avis là-dessus, puis je vais donner la parole peut-être à Xavier, parce que je crois que dans ta librairie, il n'y a pas de livre numérique, justement. Non, effectivement. Alors, déjà, la question se pose différemment pour les albums et pour les romans. Pour les albums, pour moi, j'ai du mal à voir le sens de proposer des livres numériques. Et voilà, pour moi, un album, c'est un objet qui a une certaine taille, qui a un certain papier. Enfin voilà, c'est vraiment un choix pour chaque composant, et ça va ensemble. Et donc voilà. Il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que
pour les parents, acheter un livre, c'est justement un moment où l'enfant n'est pas devant un écran. Donc voilà, donc je sais pas quel... voilà, jusqu'à un certain âge, en tout cas, tant que les parents achètent, je pense qu'il y a assez peu d'avantages à proposer de livres numériques. Et après, moi, je pense que voilà, derrière le livre numérique, pour moi, il y a effectivement quand même voilà, la suppression d'acteurs dans la chaîne du livre. Et voilà, donc c'est pas... Enfin voilà, moi, je sais pas quelle place le libraire trouve dans cette chaîne. Et voilà, il y a d'autres acteurs aussi qui sont moins présents. Concernant la déclinaison de l'album en numérique, j'ai une petite anecdote. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne le connaissez pas, allez le voir, le livre d'Hervé Tullet qui s'appelle Un livre. Et donc, à l'époque de la sortie de Un livre, Hervé Tullet l'avait décliné en application. Un livre, c'est un album qui fonctionne comme une application. C'est-à-dire qu'on invite l'enfant à toucher avec le doigt un point bleu sur une page, à tourner la page, et comme par magie, son action aura transformé le point bleu en point jaune. C'est génial. Et tout plein d'autres choses avec les points qui bougent, qui se déplacent dans les pages, etc. C'est un album qui est magnifiquement réalisé. Hervé Tullet l'a décliné en application. L'application est loin d'être mauvaise parce que les déclinaisons d'albums en application, il y en a des quand même plus ou moins réussies. L'application est plutôt bien faite. Mais moi, j'avais trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de plus-value par rapport au livre. Et le livre, en fait, fonctionnait déjà très bien tout seul et il n'y avait pas besoin d'y ajouter du numérique. Donc si vous ne connaissez pas encore cet album, vraiment allez le voir parce que je trouve qu'il est assez exemplaire de la relation qu'on peut faire entre l'album objet et le numérique. Et ce fantasme qu'on a aussi que le numérique permet plus d'interactivité, que c'est plus ludique, etc. Non, le livre peut être très interactif et très ludique. Kenza, parce que je crois que tu as consacré une thèse aussi à ces histoires-là. Alors, sans vouloir me faire l'avocate du diable, qui peut parfois être le livre numérique pour les acteurs du marché, le livre numérique il peut avoir un rôle à jouer justement sur ce dont on parlait tout à l'heure, le décrochage qui peut se produire à l'adolescence, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça peut être plus facile de mettre entre les mains d'un ado un objet avec lequel il est très très familier, qui est la tablette ou le téléphone portable, qui fait partie de son quotidien pour beaucoup d'ados. Et donc il va moins y avoir cet effet d'intimidation que le livre peut produire. Et également parce que le livre numérique il va permettre l'indifférenciation. C'est-à-dire que tous les textes vont se mêler dans un même support et on ne va plus pouvoir faire la différence entre un Victor Hugo et un billet de blog ou le dernier livre de la youtubeuse connue. Et du coup, il n'y a plus de jugement possible sur ce qu'on est en train de lire. C'est d'ailleurs pour ça que la littérature érotique fonctionne très très bien en numérique, parce qu'on peut lire ce qu'on veut sans, plus discret. dans le métro, sans que personne ne s'en rende compte. Donc ça fonctionne très très bien. Mais ça peut jouer aussi pour les ados, justement pour se décomplexer de lire des livres qui ne vont pas être jugés très littéraires ou de très bonne qualité, et parce que ça met finalement tous les livres sur le même plan, et ça enlève toute la hiérarchie qu'il peut y avoir entre les ouvrages. Donc il y a cet aspect-là qui peut permettre justement d'aider à passer ce cap de désintérêt un peu pour le livre autour de 12-14 ans, qui peut se produire un petit peu. Alors, Yann, je pense que dans l'éducation nationale, les livres numériques, je ne sais pas s'il y en a tant que ça. Dis-nous. Oui, c'est difficile, je pense. Difficile et effectivement, faut s'emparer de la question et l'argumentation là était très bonne. Après, moi, je vois pas. Difficile à mettre en place. Bon, alors techniquement, il suffirait de quelques liseuses. Alors après, on voit est-ce que c'est simplement sur place, est-ce qu'on fait un prêt de la liseuse. Ensuite, comment on se procure la ressource et on la met à disposition. Mais bon, je pense que techniquement, ça doit être faisable. Je pense que ça doit être... Oui. Alors après, moi, j'ai aussi un peu de mal avec ça. Je suis assez sur l'objet livre. Et puis, on est...
d'ailleurs, enfin, pour tous les domaines, là, le numérique est omniprésent. Et je trouve qu'aussi, peut-être, de temps en temps, notre rôle est aussi de proposer autre chose. Après qu'il y ait de la lecture numérique, que ce soit très bien, etc. Alors, je sais bien qu'il faut les amener à la lecture aussi. Mais à un moment, alors c'était marrant parce que j'étais en formation aujourd'hui, et puis c'était sur le numérique, justement. Et donc on évoque, le formateur évoque l'addiction aux écrans, et puis dans la foulée, on apprend qu'à partir de l'année prochaine, en fait, je crois les 6e ou les 5e vont être équipés en tablettes numériques. Et au bout d'un moment, je me pose la question, enfin voilà, quand est-ce qu'on décroche, en fait? Donc il ne s'agit pas de décrocher ou de mettre de côté tout à fait cet outil-là, mais quand est-ce qu'on décroche et quand est-ce qu'on offre un moment de réflexion? Puisque, voilà, mais après c'est un constat personnel, hein. Je trouve que l'écran, même nous en tant qu'adultes, on peut lire sur écran, on peut travailler sur écran, et au bout d'un moment, moi je trouve que ça enlève... ça nous prend un peu de temps de cerveau disponible, en fait, et par rapport à un support papier où peut-être on peut somnoler, ou peut-être on peut lever la tête 30 secondes, une minute, et je trouve que le moment de réflexion, alors on ne se dit pas je vais réfléchir, mais finalement on a plus de ces moments-là où il y a un recul, il y a une réflexion, il y a quelque chose, et je trouve que, mais là c'est mon constat et ma pratique personnelle, hein, que l'écran nous aspire, nous absorbe, et il n'y a plus ce temps de mettre un petit pas de côté. Je pense que par rapport à ça, là, il faut quand même poser la question du support. C'est-à-dire que lire sur écran, c'est pas pareil lire sur le téléphone, où on va éventuellement passer d'une lecture à Instagram, à vérifier ses mails, etc. La lecture sur tablette, la lecture sur ordinateur, ce qu'on fait toute la journée au boulot, et la lecture sur liseuse. Parce qu'en fait, la lecture sur liseuse, enfin la liseuse, c'est quand même un support qui est hyper intéressant, qui n'est pas fatigant pour les yeux, contrairement aux écrans de tablette ou de téléphone, et qui est une opportunité pour des gros lecteurs d'avoir beaucoup de livres sur eux, peut-être aussi un peu moins cher, quoique c'est pas beaucoup moins cher finalement en numérique qu'en papier. Mais du coup, je pense qu'il ne faut pas tout mettre forcément dans le même sac. Le livre numérique, c'est un contenu. La question, c'est sur quel support, effectivement. Si c'est sur le téléphone, ça présente le risque, effectivement, du zapping, de passer de l'un à l'autre, etc. Si c'est sur un bon support avec une bonne qualité de lecture, moi je dis pourquoi pas, hein. Et d'ailleurs en bibliothèque on prête des liseuses. Alors on n'en prête pas beaucoup en fait, ça marche pas non plus du feu de Dieu, mais je pense que ça serait quand même quelque chose à développer que d'offrir de l'accès à ces supports à nos publics, effectivement. Parce que les gens pensent livre numérique, ils pensent écran, fatigue des yeux, problème d'attention, etc. Mais c'est pas que ça le livre numérique. Oui, je pense que effectivement le problème des addictions à l'écran et c'est pas, enfin, les personnes qui ont une liseuse, c'est pas les mêmes qui ont le problème d'être devant leur écran pendant des heures et des heures. Moi, je pose la question comme professeur aux élèves qui me répondent assez honnêtement combien de temps ils passent devant un écran. Je leur dis attention, les écrans, c'est pas simplement l'ordinateur, c'est aussi la télévision, c'est aussi votre portable. Souvent, il y en a certains qui regardent leur portable, puis regardent est-ce qu'il y a moyen de voir combien de temps on a passé. Et en fait, les réponses, c'est souvent 4 heures, 5 heures, ça c'est pas trop. Et quand on discute avec des gens qui font l'éducation aux écrans, ils disent il y a pas mal de personnes, c'est 8 heures, 9 heures, 10 heures. Il y a quelques élèves qui m'ont dit pendant le week-end, ça peut être 10 heures. Donc, c'est-à-dire qu'ils discutent, ils regardent l'écran, ils regardent autre chose, voilà. Et ça, c'est pas des lecteurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de liseuse. Et je connais d'autres personnes qui ont des liseuses, alors qui sont qui étaient des grands lecteurs, qui sont passés à la liseuse, aussi parce que pour se déplacer, c'est pratique. Il y a un confort de lecture. Il y a possibilité aussi, lorsqu'on lit vraiment beaucoup, d'avoir, et un appartement qui n'est pas si grand, de pouvoir retrouver de l'espace, etc. Je pense qu'il y a pas mal de choses comme ça. Kenza, puis ensuite on va
passer aux questions du public, s'il y en a, évidemment. Oui, effectivement, la liseuse, c'est très très différent. C'est presque pas un écran en réalité, parce que c'est pas la même technologie, c'est pas rétroéclairé dans la plupart des cas, mais ça reste encore assez marginal dans les pratiques de lecture du numérique, et ça concerne quasiment exclusivement les très gros lecteurs, les liseuses, les lecteurs modérés, quand ils lisent en numérique, ne lisent pas sur des liseuses. Et je pense à des lecteurs un peu âgés, non? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Oui. Alors, j'ai pas de statistiques en tête, mais effectivement, il y a ce public-là, parce que la liseuse va permettre, notamment, d'agrandir les caractères, va permettre aussi, j'ai par exemple le cas d'un monsieur qui avait fait un AVC et qui n'arrivait plus à tourner les pages d'un livre parce qu'il ne pouvait plus se servir de ses deux mains, et donc avec une liseuse, il pouvait lire avec une seule main. Il y avait aussi cette remarque à laquelle moi j'avais pas du tout pensé avant, et qui m'avait été faite avant le Covid, donc je pense que c'est encore plus le cas maintenant, que dans les hôpitaux, les personnes qui sont hospitalisées, c'est compliqué de ramener des livres parce que sur plan sanitaire, les livres ça peut contenir des germes, alors que la liseuse on peut la désinfecter, donc ils préféraient dans les hôpitaux, le personnel préférait qu'on ramène des liseuses, donc voilà, ça permet tout ça aussi, les liseuses, mais majoritairement, les pratiques de lecture numérique se font quand même sur des ordinateurs, des tablettes, des téléphones, beaucoup des téléphones portables. Et effectivement, ce n'est pas les mêmes pratiques, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ça, c'est une évidence. On a tendance à avoir une lecture beaucoup plus fragmentée en numérique, parce que justement, on va être beaucoup plus interrompu par des tentations, simplement par Candy Crush, par des notifications qui nous arrivent quand on lit sur un téléphone portable. Et puis, c'est aussi un support sur lequel on a l'habitude de zapper très rapidement d'une activité à une autre. Du coup, on va avoir une lecture qui est plus séquentielle, avec un lecteur qui va être appelé un lecteur vagabond, pas un chercheur. Mais par contre, ce que ça change, c'est que c'est aussi, on voit une prévalence de la lecture d'extraits et de recueils sur ce type de support. Donc ça peut par exemple favoriser la lecture de poèmes, parce qu'on va privilégier des choses plus courtes à lire et passer d'un texte à un autre plus rapidement qu'une lecture de roman qui va demander un investissement plus long sur une période de temps plus longue. Et juste pour finir là-dessus, je trouve c'est intéressant de se poser la question de l'utilisateur, mais je trouve qu'il ne faut pas oublier de parler de ce que ça implique quand même. C'est-à-dire que là, on peut emprunter des livres numériques en bibliothèque, on peut acheter des livres numériques en librairie, mais ces lieux, ils existent parce qu'il y a des objets physiques. S'il n'y avait plus d'objets physiques, ils n'existeraient plus. Le fait aussi d'avoir les contraintes de l'objet, de sortir un livre, etc., qui est accompagné par les éditeurs et tout ça, c'est permis quand même, parce qu'il y a des objets qui sont liés à ça, et voilà, je trouve que c'est important de ne pas penser que ça couvre beaucoup de questions. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que pas grand monde est inquiet de la disparition du livre face au livre numérique. On a vu en bibliothèque disparaître un certain nombre de supports, assez récemment les CD-ROM qui sont sortis des collections, peut-être prochainement les CD, on ne sait pas trop, mais ça semble être en bonne voie. Pour les DVD, assez bizarrement, moi je m'en étonne, chaque jour ça continue à très très bien sortir les DVD en bibliothèque malgré toute l'offre, toutes les plateformes, etc. Mais le livre, on n'a pas d'inquiétude là-dessus. En fait, on se pose la question pour des supports techniques dont la technique justement va être dépassée constamment. Le livre, on a l'impression qu'il ne sera jamais dépassé. A priori, effectivement, ce que les statistiques, ce que les tendances montrent, c'est que le livre n'a pas l'air d'être, le livre papier n'a pas l'air d'être amené à être remplacé par le livre numérique, mais plutôt une sorte de cohabitation des deux. Par contre, c'est vrai ce que vous disiez, le livre numérique, ça amène une désintermédiation. Et plutôt que la disparition du livre papier, ça risque d'amener la disparition de tous ces médiateurs autour du livre. Là, j'ai une petite citation de quelqu'un avec qui je pense on a tous une sorte de rapport affectueux et affectif particulier, c'est Jeff Bezos.
qui a dit récemment, les seules personnes nécessaires dans l'édition sont maintenant le lecteur et l'écrivain. Donc ça donne c'est gentil une de sa image, part d'avoir laissé à l'écrivain sa part. Ça donne une image du marché qui est quand même, qui peut susciter un certain nombre d'inquiétudes avec les conséquences que ça peut amener, cette désintermédiation. Il y a aujourd'hui des sites qui proposent de conseiller aux livres des lecteurs aux lecteurs des livres qui pourraient leur plaire par rapport à des algorithmes exclusivement. Donc il n'y a pas d'humain derrière. Tout ça peut être un peu inquiétant. Et il y a un autre phénomène par rapport justement à l'écrivain, c'est tout le phénomène de l'auto-édition que ça permet, parce qu'il n'y a plus de sélection de ce qui peut paraître finalement, puisque n'importe qui aujourd'hui peut publier un livre demain de façon quasi gratuite. Et donc ça amène une surproduction colossale de livres. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à trouver des livres dans cette masse, finalement. Donc le rôle des médiateurs, il est plus important que jamais, en fait, aujourd'hui, face à cette masse de production. Je suis désolée, je voudrais rajouter un truc justement et rebondir ensuite, sur ce lien direct entre l'auteur et le lecteur que permet le numérique. Et du coup, ça me fait penser à l'usage des réseaux sociaux que peuvent avoir notamment, pour ce qui est du domaine qui me concerne en bibliothèque, les auteurs de bande dessinée. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui utilisent leur compte Instagram comme vitrine de leur travail et comme accès direct au lectorat. Et il se trouve que dans quelques mois, on accueillera à la bibliothèque Oscar Niemeyer une autrice qui s'appelle Lisa Mandel et qui s'est fait beaucoup connaître, alors pas que, parce qu'elle avait déjà publié plusieurs livres, en prépubliant en fait des planches de BD quotidiennement sur son compte Instagram et en générant comme ça des abonnés. À tel point que quand elle a eu fini en fait cette aventure, il s'agissait de publier une planche par jour pendant une année entière, c'était une année exemplaire. Elle avait donc beaucoup d'abonnés et elle s'est posé justement la question de l'édition papier de cette bande dessinée et forte de ses abonnés, elle a sauté le pas de l'auto-édition et elle a créé ainsi une maison d'édition, les éditions exemplaires, et qui n'est pas seulement une maison d'auto-édition pour Lisa Mandel, qui est devenue une maison d'édition fondée sur les principes de commerce équitable, avec une plus grande transparence du partage des revenus, avec évidemment une part du gâteau plus importante pour les auteurs. Et donc voilà, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut nuancer aussi et qu'effectivement, il peut y avoir aussi des avantages quand les usages du numérique se font de façon intelligente et que ça peut donner lieu à des belles créations et à des belles rencontres entre des artistes, des auteurs et leur public. Surtout qu'on voit que le numérique et le papier finissent par avoir une vraie complicité dans l'exemple que tu as donné, puisqu'il y a une édition concrète qui se fait ensuite. Kenza, puis ensuite on donne la parole au public s'il est... Voilà, non, mais sinon c'est pas très grave, mais je t'en prie. On voit avec justement cette sacralisation du livre, mais qui est surtout une sacralisation du livre papier, on voit des phénomènes, par exemple, avec des Instagrammeuses ou des youtubeuses, des youtubeurs qui vont sortir un livre papier. Ça va faire des succès phénoménaux, souvent en librairie. Et on peut se demander pourquoi ces gens-là publient un livre papier, quel est l'intérêt, parce que l'intérêt est clairement pas financier pour eux, a priori. Et donc il y a quand même quelque chose d'un peu noble à être auteur. Voilà, ça donne une légitimité de devenir auteur de livre papier, de faire un vrai livre. Voilà, et donc il y a quand même un statut qui est un peu indépassable du livre papier, même dans des cultures qui a priori sont des cultures très digitales. On passe aux questions du public, s'il y en a. Je vous en prie, si vous avez... allez-y. Alors on va laisser la parole à Mathilde. Ah, je suis connue, parfait. Bonjour, c'était très intéressant et il y a une question qui est beaucoup revenue, c'est cette idée d'intéresser un public qui pourrait potentiellement avoir décroché du livre au livre, justement. Et moi, ça m'a fait directement penser à quelque chose qui existe depuis longtemps et qui s'installe de plus en plus, c'est cette idée de l'adaptation cinématographique des livres.
et qui du coup amène du coup une autre manière de voir le livre auprès de ce public, parce que il y a beaucoup de gens qui, à la place de lire le livre, vont regarder le film, la série ou autre. Et du coup, moi, ça m'amène dans un débat intérieur, parce que d'un côté, je suis contente parce que ça fait découvrir le livre effectivement à un public qui peut-être ne l'aurait jamais lu et ne l'aurait peut-être jamais découvert autrement. Mais de l'autre, est-ce que c'est pas aussi une opportunité perdue de lire ce livre en question ? Parce que souvent, généralement, ce public-là ne va pas après derrière lire ce livre, même s'il y a beaucoup de cas où justement après, on l'a vu avec Harry Potter d'ailleurs, cette idée de voir le film et puis après de décider de lire le livre parce qu'on a envie de plus. Mais du coup, je me demandais ce que vous pensiez de cette intégration. Je fais un tout petit ajout, il y a aussi beaucoup de séries Netflix qui marchent très très bien en librairie et sûrement aussi en bibliothèque aussi. Parce qu'il y a cette série Netflix et après il y a tout le public qui a aimé, qui veut continuer un peu sur cette lancée, voilà, sur ce plaisir de la série et continuer de le lire. Donc c'est vrai que les adaptations, ça marche aussi très bien pour les séries. Alors j'ai vu que Cécile avait repris son micro et elle a raison. Je ne sais pas si les adaptations cinématographiques encouragent les gens à lire le livre après, si c'est mieux, moins bien, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Mais par contre, ça m'amène à une réflexion sur la valorisation qu'on peut faire en bibliothèque, par exemple, et qu'on ne fait peut-être pas assez souvent, de rassembler les documents de différents supports qui partent d'un même texte. Et donc, on pourrait plus fréquemment, je pense, présenter ensemble le DVD du film, le livre, le texte lu, éventuellement, le texte adapté pour lecteurs dyslexiques, je ne sais pas. Et du coup, montrer aussi à nos usagers, et non pas seulement à nos lecteurs, mais nos usagers, le panel de supports qui s'offre à eux pour rencontrer une œuvre, qu'elle soit littéraire ou cinématographique, adaptée ou pas. Ouais, je pense que c'est une réflexion intéressante que vous faites là et qui devrait nous amener peut-être à développer davantage ce type de présentation. Xavier, peut-être que sur ce point-là, est-ce que ça t'inspire ? Non, ça m'inspire ce que ça m'inspire, c'est que effectivement, le cinéma depuis très longtemps adapte des livres, oui. Après, souvent, c'est des œuvres différentes en fait. Voilà. Oui, je t'en prie. Yann. Je pense que tu évoquais les séries Netflix. Je pense il y a eu c'était Lupin, enfin autour d'Arsène Lupin, et c'est vrai qu'il y a eu il suffisait de regarder les palmarès de meilleures ventes. Il y a eu un boom assez impressionnant autour de Lupin. Alors est-ce que c'était des néo-lecteurs de Maurice Leblanc ou pas, ou des nostalgiques. Voilà, mais en tout cas, les bibliothécaires ont racheté les livres de Leblanc, du coup. Ça en fait déjà ça de vente, quoi. Je pense qu'il y a de nouveaux lecteurs de Lupin, parce que ça a eu beaucoup de succès. Et je pense que ça a effectivement conduit certaines personnes à aller voir l'œuvre. Et après, pour revenir aux adaptations cinématographiques, alors je pense, mais c'est un avis personnel, finalement, là où ça pose plus problème, c'est quand il y a une adaptation cinématographique à partir d'un livre classique, et là il y a quelque chose de un peu, je sais pas, un peu tabou, mais comment mettre en image, en scène ce livre, et finalement peut-être que là il y a plus de difficultés à retourner vers le livre après, alors qu'en fait avec la multiplication des plateformes, des séries et compagnie, il y a des tas de séries, de films adaptés d'œuvres littéraires, et ça passe quasiment, j'allais dire presque inaperçu en fait. J'ai envie de dire que la transposition, elle se fait à la fois du livre au cinéma, ça peut être aussi du livre au théâtre, parce qu'on a aussi des exemples de ce type, notamment, je crois qu'il y a 2 œuvres de Houellebecq qui sont des romans qui sont devenus des pièces de théâtre, et qui ont plutôt bien marché, à la fois comme roman et puis comme pièce de théâtre. Donc je pense que c'est aussi une façon de décliner un petit peu différemment un récit, de le présenter autrement. À chaque fois, c'est des œuvres différentes de toute façon. On est dans
des œuvres différentes. J'ai envie de dire souvent une mauvaise transposition, c'est une transposition qui veut faire comme le roman. Enfin, quand c'est du cinéma, c'est du cinéma, c'est du théâtre, c'est du théâtre. Bon. Donc je pense qu'effectivement, et ça peut être une incitation, en effet, quoi. Alors moi, en tant que parent, pour le coup, ce qui me questionne plus, c'est le passage inverse, c'est le passage de l'image, de la vidéo au livre, avec toutes les déclinaisons qu'on peut voir sur Pas de patrouille, sur La Reine des Neiges, etc. Et alors, ce qui fonctionne très très bien, je pense, pour faire prendre un livre à un enfant, et en même temps, en tant que parent, c'est pas forcément ce que j'ai envie de mettre entre les mains de mon enfant. Voilà, et ça me met face à un dilemme, et je pense que ça met beaucoup de parents face à des dilemmes éducatifs. Et les bibliothécaires. Parce que ça coûte cher, les novélisations, en fait, les adaptations comme ça de dessins animés en petits romans, etc. C'est un gouffre financier. C'est pas forcément ce qu'on a le plus envie de proposer aux enfants, mais encore une fois, il ne faut pas diaboliser non plus. Si ça permet un accès à la lecture et si ça fait plaisir à l'enfant, j'insiste quand même sur cette notion, pourquoi pas, voilà. Bien, je pense qu'on va peut-être s'arrêter, à moins qu'il y ait encore dans le public une question pressante, urgente, nécessaire, indispensable, fatale. Sinon, je tiens à dire qu'on a largement dépassé le temps, donc ça veut dire qu'on avait beaucoup de choses à dire. Voilà. Et je vais appeler Maëlle, qui fait partie du groupe des étudiantes qui ont préparé cette table ronde. Maëlle qui va nous donner quelques petites informations d'ailleurs sur les personnes qui vous ont aidé. Il y a des remerciements à faire. Moi je tiens personnellement à remercier aussi la grande absente à cause du Covid, qui est Delphine Thibon, qui a aussi beaucoup travaillé à organiser cette séance. Voilà. Maëlle, je te laisse la possibilité de conclure cette table ronde. Vas-y. Merci. Oui, donc je souhaitais prendre la parole pour conclure cette table ronde au nom de l'équipe. Donc on est très content de vous avoir accueillis ce soir, d'avoir pu organiser cette soirée, cette table ronde aussi, qui était très, très intéressante, très riche. Et on souhaitait aussi, alors pour notre projet en général, remercier... donc notamment les 4 intervenants de ce soir, grâce à qui la table ronde a pu être faite. Également à Didier Guillaumet, du coup, qui a accepté d'animer cette table ronde, et Jérôme Sirou, qui l'a illustrée. Et sinon, on remercie également tous nos intervenants, donc qu'ils soient des professionnels du livre ou non, qui ont accepté de nous accorder de leur temps pour enregistrer les entretiens ou les micro-trottoirs qui nous ont permis de construire nos émissions. On souhaite aussi remercier toutes les personnes qui nous ont aidés dans la réalisation du projet, donc notamment Laurent Saugereau et Josépha Cuvier, qui nous ont guidés tout au long de ce projet-là. Philippe Barbeau et Guillaume Lumignot, qui nous ont aidés plutôt sur les aspects techniques, pour le coup. Et finalement, Nicolas Dubos, qui nous a fourni la musique qui est présente dans nos podcasts. On souhaite aussi remercier nos partenaires qui nous ont soutenus financièrement, parce que c'est important. Donc, notamment l'Université du Havre, le département Infocom, le bureau des étudiants, le Crous et la ville du Havre, qui nous ont beaucoup aidés, notamment pour l'organisation de cette soirée-là. Voilà. Voilà. On remercie aussi les techniciens de la maison de l'étudiant de ce soir. Évidemment, voilà. Merci beaucoup et puis bravo pour ce petit groupe d'étudiantes qui ont fait un travail de professionnels déjà. Bravo. Voilà, c'était la dernière émission du podcast Ça bouquine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous espérons que ces émissions vous auront permis de découvrir davantage le monde du livre. Ont participé à cette émission Xavier Definance, Yann Dupont, Didier Guillaumet, Cécilia Lemétayer, Kenza Marie, Jérôme Sirou. La musique de Ça bouquine a été écrite par Nicolas Dubosc, alias Nick Chevotarevich. Un grand merci à lui.
Cette émission a été réalisée par Maëva Chevalier, Maëlle Latouche, Marie Lecroc, Victorine Montier et Delphine Thibon, dans le cadre du DUT Information Communication, option métier du livre et du patrimoine.